Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Plus d'informations en fin de vidéo. Mais donc t'arrives pas à savoir Ouais. si t'es heureuse ou non. Ouais, impossible de savoir. T'as été pom-pom boy. Ouais, Mec, j'ai été pom-pom boy. arrête. La vie de ma mère. Non. Là, je me suis dit, mais non, c'est pas moi, je peux pas être comme ça, c'est pas possible. On est sur un nouvel épisode de Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Je suis toujours pas psy, voilà. De toute façon, c'était il y a 6 mois le dernier, donc j'aurais pas pu faire des études de psy, ou c'était il y a plus longtemps peut-être, je sais plus. Donc toujours le même principe, vous vous asseyez sur le fauteuil et on discute de tout, de rien, essentiellement de vous, hein. On va pas se mentir, on va pas parler d'économie. Si ça arrive, ça peut arriver, tout est possible en fait. Et voilà, et cette fois on est à Reims, regardez-moi ce décor de fou, cette cathédrale incroyable, merci à la ville de Reims de nous accueillir. Et parce qu'évidemment, tout ça, on a l'autorisation. Bah, on est professionnel, évidemment. Et voilà, et donc je vous laisse avec les entretiens et gros bisous. Je vois qu'il y a plein de jeunes là derrière vous. Ouais, C'est votre classe? ouais, c'est ma super classe. Ils sont 15 Ouais. et on est sorti faire un petit parcours art déco en anglais. Ok, En anglais parce que je suis formatrice en anglais dans leur école. ok. Et vous j'ai en essayé poussez à- j'ai essayé de les motiver à rester bien concentrés sur ce que moi j'avais prévu pour eux. Et ils m'ont poussé sur ce canapé parce qu'apparemment vous êtes connus. Ah, je dirais pas ça, Je suis connu par eux, visiblement. Ah oui, mais vous les avez aidés à avoir leur bac. Bah tant mieux, ça fait plaisir. Ça Mm. fait plaisir. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez l'habitude de hypnothérapeute, coach, psy, etc. C'est un En exercice que vous faites souvent? Oui, je pense que c'est une question de. Enfin, c'est se remettre en question régulièrement, Ouais. voir quand ça va pas trop et admettre que un petit coup de pouce d'un pro, ben, ça fait du bien de temps en temps. En fait, je suis venu à Reims pour un peu changer ma vie. Ok, Parce qu'avant, j'étais toxicomane. ok. Donc vraiment toxicomane, je prends pas ces mots-là à la légère. Et donc, Ça veut dire quoi concrètement, genre? concrètement, ça veut dire que je passais ma vie à prendre des stupéfiants et à plus vraiment vivre. Ok. Je regardais plus les choses comme elles étaient, je regardais plus la vie comme c'est en fait. Et j'avais une vision vachement noire des choses. Et c'est pour ça que venir à Reims, justement, depuis quelques semaines, ça m'a ouvert des nouvelles portes et puis permis de découvrir de nouvelles choses. Ouais. Du coup, c'était des drogues dures, j'imagine. Oui. Donc, tu as fait un sevrage. J'ai fait un sevrage assez compliqué, on peut dire, mais ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme je prends plus rien et que c'était très dur, j'ai réussi à redécouvrir les choses, Ouais. à apprendre de nouvelles choses et même maintenant, s'il y a certaines choses que je trouve dures, par exemple, je refais du sport, des fois courir ça peut être un peu dur, et bah maintenant c'est facile parce que je me dis j'ai vécu plus dur, même si ça fait mal, c'est pas grave. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, pour le comportement, ça m'a vraiment forgé. C'est peut-être un mal pour un bien maintenant que j'y repense avec du recul. Ça m'a vraiment aidé dans mon caractère d'aujourd'hui. Tu as été toxicomane pendant longtemps? J'ai commencé la drogue en 3e, 4e, Ah ouais, ok. très jeune. Ouais. J'ai arrêté l'école 5 mois après être sorti du bac, quoi, enfin du brevet. J'ai pas fait plus. Et de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment partir loin. Donc j'ai grossi énormément. Je faisais 135 kilos. Ok. Voilà. Ouais, gars. Vas-y, c'est vraiment. Ah ouais, t'as changé de vie, quoi. J'ai tout. En fait, j'ai vraiment tout changé. Quand je dis tout, c'est tout. Avant, j'habitais dans un petit village. Maintenant, j'habite dans une grande ville. J'ai vraiment tout changé. J'avais vraiment besoin d'un changement radical parce que je ne pouvais plus. C'est difficile de se projeter, de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire. Des fois, tu es destiné à être prof, tu as l'impression, mais tu n'as pas envie forcément. Mais ouais. Mais le métier, ce que tu étudies en ce moment plutôt, Oui, ça te plaît? j'aime bien l'histoire. Ok. Après, dans le cadre des études, ça devient plus profond, plus méthodologique. Ça me plaît peut-être un peu moins. Je voulais faire du journalisme de base. Ouais. Donc je sais pas si j'arriverai à m'y rediriger un jour, peut-être. Et là, c'est trop tard pour faire une école de journalisme? Bah, c'est payant, fallait s'inscrire à des concours avant. En fait, il y a une énorme part de flemme et on se cherche souvent des excuses. Ouais. Tu vois, en mode non, mais l'argent, c'est loin, alors que des prêts, ça existe. Il y a plein de gens qui étudient autre part. Des fois, c'est aussi la peur de l'échec, en vrai, tout simplement. Je sais pas Ouais. si tu vois, Ouais. ça peut être délicat. Qui fait que ça te pousse à rien faire au final. Ouais, voilà. C'est dur de trouver un sens à sa vie, de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? T'as juste envie de rien faire, d'attendre que le temps passe, tu vois. C'est quoi qui fait peur dans l'avenir?
Mais c'est la peur de se dire qu'est-ce que je vais faire de mon temps, le temps qui est si précieux, comment je vais l'utiliser et la peur de, à 60 ans, se dire ouais, j'ai rien fait. Tu vois. Tu viens d'ici? Ouais. Enfin, je suis en études ici, Ok, en école de commerce. ok. ESC Reims? Ça a changé, c'est Néo Marins maintenant. Ok, moi j'étais allé à Rouen à l'époque pour le trophée Écricom. Le challenge? Ouais. Le trophée sportif? Ouais. Mais non. Si. Pourquoi? Parce que j'étais à Bordeaux, moi. Ok. Ouais. Ah, t'as fait une école de commerce? Ouais. Ah, je savais pas. Ce qui est devenu Cage, tu vois. Ouais. Ouais. Ok, bah génial. Tu Et, l'avais fait en sportif? Non, je l'ai fait en Tu l'avais fait supporter. en supporter? Ouais. Ok. Toi, tu fais du sport? Ouais, je l'ai fait en sportif en cheerleading Ok. quand j'étais en 2e année. T'as été pom-pom boy? Ouais, Mec, j'ai été pom-pom boy. arrête. La vie de ma mère. Non, Je te jure. c'est vrai? À Bordeaux. Je te jure. Et t'avais jamais fait avant? Non. Ok. Non, c'est juste, il y avait les supporters et tout machin, et il y avait que des pom-pom girls, et j'étais en mode putain, moi je trouve ça trop marrant et tout, est-ce qu'il n'y a pas moyen et tout. Je me dis vas-y, viens et tout. Et je pense qu'on s'est retrouvé, genre il y avait 2 pom-pom boys au final, 2-3 pom-pom boys. Mais tu sais que ça s'est super développé maintenant? C'est vrai? Bah, genre à Reims, on est une équipe, il y a 15 pom-pom boys maintenant. C'est une équipe ouais. de 40. Et t'as 25 filles et 15 mecs. Et maintenant, bah, il y a une partie danse, une partie où on fait des portées, une partie où on fait du tumbling. C'est un vrai spectacle. Ah ouais. Et ça, non. maintenant, toutes les écoles l'ont. Bordeaux, Marseille, Rouen. Ah, nous à l'époque, c'était vraiment juste. C'était quoi du coup? Bah, il y a eu un porté à un moment, mais je veux dire, c'était que de la danse et c'était assez rudimentaire, quoi, tu vois. Ouais, ah non, ça a trop développé. Et même, c'est fou qu'il y ait autant de pom-pom boys. J'ai l'impression qu'à mon époque, entre guillemets, Ouais, c'était déjà un peu. C'était pas chelou, mais il y avait un truc de. ça allait toujours un peu. Ah ouais? Bah, c'est toujours compliqué. Bah, moi, j'étais dans l'équipe et pour aller chercher les gens, faut les convaincre, faut passer les stéréotypes, Ouais. faut y aller. Mais en vrai, ça se démocratise de plus en plus. Parce que ça a une image de mec genre pas viril et tout? Bah ouais. Déjà, tu vois, on dit pom-pom boy et ça, c'est pas faux. Faudrait dire cheerleader parce que ça fait moins pom-pom girl. Et ouais, en fait, c'est l'image, c'est ça, c'est juste ça attaque la virilité. Les gens ils se disent putain, ils sont avec des pompons. Voilà, du coup, c'est un peu dommage. Et les mecs, en général, n'osent pas passer le pas alors que c'est génial comme sport. Parce que t'as pas de pompons? Non, pas de pompons. Ah, moi je trouvais des pompons, je crois. Hein. Ah ouais? Je crois, hein, si je dis pas de la merde. Non, on n'a pas de pompons. Bah, je te montrerai si tu veux un show, c'est génial. Non, parce que j'ai un peu changé là, ces derniers temps depuis que je suis tombée amoureuse. Et du coup, je suis un peu dans une phase euphorique, tout est merveilleux. Et du coup, j'ai l'impression que je revis, que je renais, que je peux enfin être moi-même. Mais du coup, c'est pas forcément bien perçu ou accepté. Les médecins pensent que je suis dans une phase maniaque, en mode bipolaire. Ah ouais, ok. Ouais. Enfin, ça, c'est ce que je me suis imaginé. Ah, on te l'a pas dit clairement? Non. Bah, comment tu t'es imaginé ça? Non, enfin, quelqu'un me l'a dit, mais quelqu'un qui elle-même souffre de bipolarité. Et du coup, elle pense que j'ai la même maladie qu'elle. Ah oui. Parce qu'une fois, je lui ai dit que j'étais cyclotimique. Parce que ma mère m'a toujours dit que j'étais cyclotimique. C'est quoi ça? Eh ben, c'est une forme légère de bipolarité. Et il y a un super bouquin là-dessus, c'est une BD, où elle métaphorise, je ne sais pas si ça se dit, la maladie comme un renard. Elle le symbolise en renard. Et donc le renard, il peut très bien être en boule à tes pieds ou être vachement au-dessus de toi et contrôler toutes tes émotions et te faire bader. Ouais. Et en fait, elle explique comment elle arrive à apprivoiser le renard en fait et à vivre avec. Donc c'est un bouquin qui a été écrit par une personne cyclotimique. Et Donc ça te parle de ouf? Ouais, parce que j'ai eu des phases up et down. C'était pas drôle. Ok, mais j'ai l'impression plus up et plus down que la plupart des gens. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui. C'est un peu le principe de la maladie, du coup. Ok, et là t'es dans le up là. Ouais, là je suis dans le up. Wouhou, c'est le festival tous les jours. Il y a quelques années, j'ai vu une psy, mais j'étais assez jeune. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a aidée, mais je me suis toujours redemandé s'il fallait pas que j'y retourne. Ouais. Donc là aussi d'être là, je me dis, petit clin d'œil à moi qui me pose cette question-là. Parce qu'en fait, j'ai cette facilité quand même à parler avec les gens, mais pour autant, savoir au fond quels sont les vrais problèmes, je trouve que c'est une autre histoire. Ouais. Et au final, creuser au fond de soi, c'est super compliqué, quoi, je trouve. Qu'est-ce qui te fait hésiter à aller la voir ou le voir? Eh ben, de me dire que ça se trouve, tout va ressortir. Que les choses qui sont à l'intérieur de moi, bah, là, elles ne ressortent pas. Des fois, c'est mon corps qui parle à ma place.
Des fois, ça va m'arriver de pleurer comme ça d'un coup et je vais même pas pouvoir le contrôler parce que justement mon corps parle à ma place et mon esprit réalise pas en fait quand ça va pas. Et je me dis que si j'y retourne, justement, peut-être que ça fera sortir tout ça. Et est-ce que j'ai envie de ça au fond? Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'y retourne pas. Et je me dis, bon, peut-être que ça va attendre parce que est-ce qu'en soi, je suis si malheureuse que ça? Pourquoi j'y retournerais en fait? Mais donc t'arrives pas à savoir Ouais. si t'es heureuse ou non. Ouais, impossible de savoir. Parce que forcément, on va avoir des hauts et des bas. Que inconsciemment, dans mon entourage, on va toujours me dire, mais si, il faut faire les efforts pour aller bien, il faut aller bien. Mais comment c'est quoi la méthode pour aller bien? Parce que des fois, on se dit, je me suis toujours dit, allez, je recommence un régime, c'est bon, là, je vais essayer de perdre du poids, je me donne à fond et tout. Mais en fait, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est ça qui pourra me rendre plus heureuse? Et justement, est-ce que ma ligne de vie pourrait être un peu plus haute et je me sentirais plus heureuse? Ou à l'inverse, est-ce que ça la ferait pas descendre parce que je vais trop me restreindre? Est-ce que t'as l'impression de ne pas avoir des gros hauts et des gros bas? Non. Parce que tu parles de constante, genre. Ouais, non, j'ai pas l'impression d'avoir de gros hauts et de gros bas. Même si, des fois, ça peut m'arriver, mais c'est quoi? C'est une heure où ça va être dur. Mais en fait, mon esprit, il va directement se remettre sur une ligne droite. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est de la chance d'être toujours comme ça et je peux me sentir chanceuse de ça? Ou alors c'est qu'au fond, quand justement je vais craquer et que tout va sortir, et ben là, c'est juste qu'en fait, vu que tout le temps je suis assez linéaire, et ben en fait, il y a des moments où juste ça va sortir et c'est comme ça. Et ça va être là mes bas qui vont durer 1 heure ou 2, après ça va aller mieux. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment le revers de la médaille de rester constante tout le temps? J'arrive pas à savoir. Et en fait, ces questions-là, je me dis, mais j'aimerais tellement avoir des réponses. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de les connaître, ces réponses-là? Le stress, c'est la conséquence du rythme de vie que je m'impose, mais j'adore en fait, je suis un peu une hyperactive. Le rythme de vie lié à votre métier de prof? Alors, je suis rentrée en France il y a 3 ans, j'ai habité 15 ans à l'étranger, et donc à Londres et à Malte. Et puis je suis rentrée il y a 3 ans, je suis devenue formatrice sur le tas, donc je construis mes supports de cours la nuit. Et en même temps, comme je voulais me former et comprendre davantage ce qui se passe dans la tête de mes jeunes, je me suis réinscrite en Master 2 ingénierie pédagogique à l'université de Reims. Okay. Donc ça, c'est en plus. Donc c'est tout nouveau en fait? Ah oui, formatrice, c'est tout nouveau. Ça fait 3 ans. Et puis donc mon Master, ça fait depuis septembre dernier que je suis dessus, que j'interviewe des gens aussi pour mon mémoire, que je soutiendrai en juillet. Et puis j'ai 2 enfants que j'aime et que j'adore, mais qui trouvent que j'ai pas assez de temps pour eux. Ils ont quel âge? Ce qui est vrai, 8 ans et 4 ans. J'ai beau leur lire l'histoire le soir, ils trouvent que c'est pas assez, quoi. Et je ne me serais pas dit que ça faisait que 2 ans que vous faisiez ça, quoi. Ouais, ça va faire bientôt 3 ans, ouais. Vous avez l'air hyper à l'aise dans... Ah bah j'adore. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... après, j'ai aussi 15 ans d'expérience professionnelle et on se sert de tout ce qu'on a vécu avant, quoi, pour... Et ça vaut le stress? Mais le stress, il vient pas que d'eux. Et puis il y a un stress qu'on s'impose à soi aussi, hein. Enfin, qu'on se crée tout seul, quoi. J'habitais à Malte, au bord de la mer, j'étais stressée, moi. Donc ça suit, quoi. Ouais, je pense que je suis née stressée, moi. Et vous pensez qu'on peut changer, du coup? Sinon vous... Est-ce qu'on peut changer? Je sais pas, parce qu'à force d'avoir vu tous ces coachs, j'aimerais bien m'installer tranquille comme ça, dehors, lire un livre, ça m'arrive. Mais au bout de 2 semaines de vacances, quoi. Et vous culpabilisez de le faire? Ah oui. Ah, la culpabilité, c'est un truc qui est chevillé au corps. Parce que... alors je dis ça parce que moi je viens un peu, j'imagine, la même chose sur certains trucs, donc je fais un parallèle, mais est-ce qu'il y a un truc aussi... Moi ça vient des parents en tout cas. Il y a un truc de performance, est-ce qu'il y a un truc de performance dans les éducations? Ouais, bah oui. Ouais. Et moi j'avais un rythme de vie quand j'étais petite très très intense, j'avais pas de moment de pause. Donc j'avais énormément d'activités sportives, musique, tout ça. Donc, on ne voulait pas que vous reposiez. Je pouvais pas m'ennuyer, et puis s'ennuyer c'était mal. Ouais. Donc, et ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a ouvert. Mais c'est vrai que du coup je sais pas trop prendre le temps. Enfin, oui et non, parce que là quand on marche, je regarde toutes les façades et je m'émerveille de tout, donc je sais quand même prendre le temps de lever les yeux. Et puis vous êtes assise là, alors que vous êtes censée entre guillemets être en cours, il va falloir qu'on se quitte là. Ouais, voilà. Mais donc ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir pris cette décision de venir s'asseoir. Ouais. Mais c'est aussi, on n'a qu'une vie. J'ai eu un cancer quand j'avais 25 ans. Et peut-être que
Des fois, on dit est-ce que c'est bénéfique ou pas d'avoir vécu ce genre de choses. Ça nous apprend quelque chose. J'ai l'impression que je vis encore plus vite qu'avant. Donc, en fait, ça ne m'a pas aidé avec le stress. Okay. Mais je continue d'être boulimique, de vivre des choses, quoi. Je veux vivre un maximum de choses. Ok. Ça bouffe aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que j'ai pas envie de vous retenir trop de temps. Moi, je pourrais parler avec vous. Du temps! Donnez-moi des journées de 36 heures. Mais ouais, je sais pas très réaliste. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue après. Oui. Parce que si les 36 heures, vous les vivez à fond aussi. Ouais. Ah oui, ce sera pareil. Ouais. Me souhaiter d'enfin apprendre à pouvoir être apaisé et être calme des fois, quoi. Et savoir apprécier le temps, quoi. Ouais, j'ai l'impression de savoir, mais j'ai du mal à le prendre. Tu sais ce qui t'a fait tomber dedans, entre guillemets? On n'a jamais vraiment une raison d'aller dedans. On se donne une raison parce qu'on trouve ça cool. On se dit, surtout les autres, ils en prennent. T'es un peu jeune, influençable, tu sais pas trop quel est ton rôle, en fait. Ouais. Parce que tu regardes autour et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Du coup, voilà. Moi, c'est surtout le regard des autres qui me gênait. Et je voulais être quelqu'un de plus cool pour qu'on m'upsette un petit peu. C'est la drogue qui a entraîné la prise de poids? Oui. En fait, c'est la drogue plus un cachet qui s'appelle le Keppra. Le Keppra? Voilà. Okay. C'est un anti-épileptique. Okay. Et en fait, j'en prenais énormément. J'étais en gros un truc de 3000, un truc comme ça, de grammes. C'était horrible. Okay. Et ça m'a fait gonfler, mais gonfler. En fait, c'est pas prendre de la graisse, c'est vraiment de l'eau. C'est de la rétention d'eau, tu gonfles énormément. Et après, du coup, tu changes aussi énormément. Okay. Donc tu t'es vu changer, quoi? Oui, en fait, on se voit. C'est ça le pire, en fait. Ouais. C'est que je me suis vu changer, mais ça ne me dérangeait pas. Parce que tout était mieux de ce que j'étais avant. Ah, grâce à la drogue, entre guillemets? Entre guillemets, parce que quand tu prends de la drogue, tu te donnes un personnage. Tu te dis, là, je fume, je ressemble à quelqu'un de cool. C'est ce que tu te dis parce qu'en fait, c'est la drogue qui te dit de dire ça. Parce que t'en as besoin, dans ta tête, tu te dis j'en ai besoin, là, il faut que je fume. Puis regarde les personnages qui sont là, la télévision, Internet, tout ça, tu fumes, tu fais wow, je suis incroyable. Le Keppra, ça se fume? Non, le Keppra, c'est un cachet pour l'épilepsie. D'accord, ok. Moi, je prenais du PTC avant. Ah, le pète ton crâne? Oui. Putain, on en a parlé aujourd'hui à Reims. Voilà. Et bah moi, avant, c'était verre dormant, tout ça, je vous connaissais pas, mais voilà, c'était du CBD que ça s'appelait. Alors pas la plante inoffensive qu'il y a dans les tabacs, on appelait ça CBD, c'était un liquide à base de plein de trucs qu'on ne connaît pas, mis dans une petite cigarette électronique, et tu fumais ça, tu avais l'impression d'aller dans les étoiles, quoi, vraiment. Parce que ça, quand t'en prends trop, c'est... Ben, moi, j'ai fait 3 comas. Crise d'épilepsie, intubé, 3 comas. Waouh! Parce que ça, c'est aussi quelque chose que moi, je ressens beaucoup, et je pense que beaucoup d'amis à moi ressentent, c'est que, en fait, on se demande tous ce qu'on pourrait faire de notre futur. Ouais. Et je pense que pour beaucoup, c'est une angoisse. Moi, par exemple, je sais que parfois, ça m'angoisse quand même un peu. Parce que, en fait, on se demande... Le futur? Ouais, le futur. En fait, on se demande que faire, qu'est-ce qui reste à être fait. Et puis maintenant... Pourquoi on se demande ça? Moi qui suis beaucoup axé sur l'art, je me dis, tout a tellement été fait. On est même allé jusqu'à l'abstraction. On est même allé jusqu'à Rothko avec ses peintures avec des lignes, ou Newman avec juste une ligne, une feuille et une toile blanche. Que faire après? Ou pareil par rapport au théâtre, qu'est-ce qu'on peut faire après le théâtre du XXe siècle? Qu'est-ce qui reste à être fait? Ou à la littérature, qu'est-ce qu'on peut faire après Proust? Moi, je parlais pour moi, j'aimerais quand même, on va dire, marquer je sais pas, l'existence, marquer le monde avec une pensée, avec quelque chose qui me serait propre. Et juste ça, c'est angoissant. Et en plus, tu sais, avec tout ce qui se passe par rapport au climat, tout ça, on se demande même est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça? Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'interroge beaucoup. En fait, est-ce qu'on aura le temps de vivre et même si notre œuvre, lorsqu'on est vivant, ne touche pas le public, est-ce qu'on aura vraiment le temps, tu vois, qu'il touche le public dans 20 ans, 30 ans, 40 ans après notre mort? Est-ce qu'il y a encore des gens? C'est assez angoissant. Tu penses qu'il pourrait n'y avoir personne? Oui, dans 30 ans, 40 ans? Je pense, oui.
Après, c'est peut-être aussi parce que je vois ça avec mon œil religieux. Ouais. Mais oui, je pense que... Religieux, genre chrétien? Non, je suis de confession musulmane. Ok. Et voilà, J'ai été influencé par la cathédrale. Ouais, ce que je me suis dit. Mais qui est très belle d'ailleurs. Mais non, par rapport à la fin du monde. Après, de toute façon, les idées se rejoignent, hein, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, par rapport à la fin du monde. À la fin, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur Terre. Et donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'œuvrer sur Terre si à la fin, tout ce que tu fais est promu à être dans le néant? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse parfois. Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais où genre tu dis putain ça c'est pas viril du tout? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des trucs que tu fais où genre là tu dis putain je me sens hyper viril? Est-ce que c'est agréable de se sentir viril? Tu vois, est-ce que... Tu vois, moi je sais pas si je suis la meilleure personne à faire ça parce que par exemple, je pourrais dire que la danse, je danse du contemporain, c'est peut-être pas la meilleure chose, la chose la plus virile qu'on puisse faire. Et pourtant, pour moi, je me dis pas c'est pas viril ce que je fais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui se disent ouais. Mais là c'est plus l'important, moi, en tout cas pour moi, c'est toi ce que tu penses, tu vois. Ouais. Genre tu pourrais genre danser, genre je sais pas, mais même tu vois, genre je pense à des danses comme le voguing, ouais, par exemple. Tu pourrais faire du voguing et dire mais moi je me sens viril de fou quand je fais du voguing, tu vois. Bah en vrai ouais. En fait, moi je pense que la vérité c'est surtout, c'est aussi un état d'esprit. Et ça, je l'entends pas mal de fois. En fait, si t'es fier de si t'es content de ce que tu fais, si t'es à fond, tu peux faire du voguing, tu peux faire ce que tu veux. Si juste t'aimes bien et que tu montres que t'aimes bien, bah ouais, t'es viril. Mais c'est sûr que t'as je sais pas, la définition archaïque, je sais pas laquelle c'est exactement, qui est l'homme viril. Je sais pas, il est grand, fort, il fait du rugby, il tape contre un mur. Et non, en vrai, non, c'est pas que ça. T'as eu peur, du coup, d'y laisser ta vie? En fait, j'ai eu peur après. Mon papa, donc je remercie mes parents, c'est pour ça surtout que je voulais passer. J'allais venir juste après. Voilà, je remercie beaucoup mes parents. Mon papa et ma maman, ils ont été très courageux. Ils ont, au lieu de faire ce qu'auraient fait beaucoup de gens, et c'est pas une reproche à ces personnes-là, des fois ils n'ont pas le choix, ils m'ont pas abandonné. Ils ont décidé de, quoi qu'il arrive, qu'ils m'aideraient. Quoi qu'il arrive, ils m'aideraient. Et un jour, mes parents ont dû prendre une décision de parents. Voilà, ça fait mal au cœur, ça fait mal à la panse. Et franchement, de voir mon papa prendre une décision comme ça et voir comment il était, c'était vraiment très compliqué aussi pour moi. Mais plus compliqué pour eux. Ils ont dû prendre la décision de m'interner. Parce que c'était plus possible. Et d'ailleurs, s'il y a des parents qui regardent, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut interner le gamin parce que c'est plus possible. Il n'y a plus rien. Interner dans quoi? Interner dans un hôpital psychiatrique compétent. Ouais. Parce que si tu l'internes juste, qui va avec des gens qui fument et qui fument dans le truc, ça ne sert à rien. Non, il faut vraiment... Parce qu'à ce moment-là, moi j'ai souffert. Dans l'établissement où j'étais, j'ai souffert énormément. Parce que du manque, c'est un manque qui est effroyable. C'est terrible. J'ai vécu une semaine dans une petite case à être accroché à un lit, mais c'était terrible. Genre, même encore aujourd'hui, des fois j'en fais moins maintenant, mais des cauchemars. C'est horrible. Sauf que grâce à ça, quand je suis sorti de là, déjà, j'ai pas tout de suite remercié mes parents, je leur en voulais au début. Mais après, j'ai dit, s'il m'était pas arrivé ça, aujourd'hui, je serais mort. Je serais décédé pour rien. J'aurais pas vraiment avancé. Aujourd'hui, j'ai une vie qui est agréable. Je vais peut-être trouver du travail avec le temps, de la recherche, mais le but, c'est vraiment de chercher les choses, de chercher à ce qu'on veut être. Et moi, grâce à ça, grâce à cette épreuve qui a été très compliquée, j'ai réussi à me recentrer dans ma vie. Donc du coup, j'ai arrêté la drogue complètement. Là, t'as peur? Ça te fait peur parfois de retomber dedans ou quoi? Peur, je ne sais pas. Alors si, il y a une petite peur de ce qu'on était. Parce qu'on se dit, j'ai fait des bêtises et ça fait peur. Honte surtout. Plus honte que peur. T'es plus du tout attiré par ces trucs-là, quoi? Non. Non, aujourd'hui ça m'énerve en fait. Quand je vois des gens consommer ça, des gens en vendre ou en consommer, ça m'énerve. Parce que ils gâchent des moments importants de leur vie. La peur de l'inaction, quoi. Oui, exact, ouais, c'est ça. L'inaction, de rien faire. Mais c'est terrifiant. Au point où tu te figes et tu fais rien. C'est ça. L'inaction, tu bouges vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe si tu fais? Je pourrais pas te dire parce que je fais pas souvent, mais
Mais c'est ça le pire. Je pense qu'il se passe rien. Au pire, t'échoues, et si t'échoues, t'apprends. C'est ce qu'on dit. Donc je me dis, il se passerait rien. Il n'y a plus qu'à au final. Mais c'est le jugement de qui fait peur, genre, si t'échoues? Je pense qu'en termes de jugement, j'ai pas peur du jugement. C'est le tien? Ouais, ah oui, c'est son propre jugement. Le jugement des autres, peu importe qui, que ce soit les parents, les amis, normalement, c'est pas des jugements négatifs, c'est des jugements qui t'aident, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le propre jugement, c'est dur, hein, de se dire ah ok, bah là j'ai essayé, j'ai pas réussi, tu vois. Alors que si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Tu te sens soutenu? Non. Ah, tu t'attendais à une autre réponse peut-être. Non, pas forcément. Ouais. J'ai le sentiment aussi que chacun, on a des interactions entre nous, mais chacun a sa vie quand même. Et chacun est ramené à soi hyper vite, tu vois. Mais dans tes parents, genre? Ton cercle familial? Non, je me sens pas forcément soutenu. Je grandis qu'avec ma mère, j'ai l'impression que si elle me dit bah vas-y, si tu veux faire ça, fais ça, mais sans tellement m'encourager ou me juger ou quoi, juste je me démerde. Et t'as l'impression que tu fasses ou que tu fasses pas, ça change rien? En vrai? Ouais. Je sais pas parce que je le fais pas. Ouais. C'est dur, hein, franchement c'est dur. Ouais, ça pousse à s'interroger. Là c'est... Ouais. Et le couple, c'est récent? Le couple, ouais. 5-6 semaines je crois. Ah ouais? Ouais. Ah donc ça allait très vite. Ah ouais. Genre, j'étais au bar, comme quasiment tous les jours d'ailleurs, et je parle avec quelqu'un, et boum là, apparition. Le mec débarque de nulle part, je sais pas ce qui se passe. Je me souviens même plus du premier contact, mais je me souviens des premiers instants où on se retrouve dans la cour de l'Escale, qui est un super bar à Reims, et il a tout de suite envie de me prendre dans ses bras, donc on le fait, et au début je me dis oh non, pas de sexe ce soir, ça sera un pote, puis après... il m'a invité à boire un coup et puis chez son pote, donc j'y suis allé au culot, au feeling, je l'ai suivi chez son pote. On a bu du champagne. Le problème c'est qu'il fait l'armée et qu'à l'armée les conditions elles sont un peu... tu sais, du jour au lendemain ils peuvent te dire tu pars là pour 3 mois, enfin je crois, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup... Ça te fait un peu peur ça? Bah il me manque quoi du coup. Mais comme je suis un peu polyamoureuse et bah, j'ai des amants amoureux. Et lui, il l'est aussi? Ou je sais pas trop. En tout cas, on s'est donné l'autorisation réciproquement de pouvoir faire ce qu'on veut tant qu'on n'est pas ensemble. Okay. Par contre, quand on est ensemble et on profite à mort, quoi. Ouais, ben en fait, je trouve que votre initiative, elle est super parce que, bon, déjà, l'endroit, il est super, magnifique. Et oui, la possibilité de donner la parole aux gens, ben, c'est important parce que... souvent, on n'a pas l'opportunité, et encore plus quand on est une meuf. Ouais. Tout le monde, il se passe sans que nous, on ait notre mot à dire. Et je ne sais pas comment faire pour amorcer quelque chose avec les personnes qui pensent comme moi, pour justement arriver à faire bouger les gens et à se dire que maintenant, stop, quoi. On en a marre d'entendre n'importe quoi, d'entendre des médias qui prônent la haine. Quand vous dites qu'il faudrait qu'on se bouge le cul, c'est les meufs? C'est tout le monde, tous ceux qui c'est les hommes, les femmes, tous ceux qui ont envie de stopper cette folie-là. C'est pas possible quand même je sais pas, la politique c'est pas un moyen pour moi, parce que je me dis que on voit bien quand on a le pouvoir, on fait, voilà, c'est les lobbying, c'est tout ça, on va graisser la patte de ceux qui dirigent le monde, et tout ce qu'on voulait faire à la base, on ne peut plus le faire. On est pieds et poings liés, on est juste, on fait partie d'une société du spectacle en fait. C'est juste ça, on est un petit pantin, je pense que c'est ça. Hein. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est créer un mouvement social avec des gens qui, voilà, ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui sont, je sais pas moi, dans les banlieues, à qui on dit qu'ils n'ont pas la parole, qu'ils ont le droit à rien. À ceux qui sont migrants, à tous ceux qui ont envie de faire quelque chose et qui ont envie que ça se stoppe, quoi. J'aime bien vivre à Saint-Valeur, aller voir des spectacles, aller au bar, voir les potes, se faire une bonne bouffe. Bon, alors après, il faut que les finances suivent. Hein. Ouais.
C'est pas le cas en ce moment, mais bon. Non, parce que nous, les éduques, on n'est pas très... Enfin, on fait un boulot qui est un peu indispensable à la société, en toute modestie. Et on n'est pas payé de ouf, comparé à des gens qui font des métiers qui sont plus dans le profil, business. Ouais. Donc Quand un tu petit 3000 balles, moi, ça m'irait bien. Ouais. Ouais, je pense que 3000, c'est bien. Quand tu dis indispensable à la société, donc éducateur spécialisé, Ouais. Pourquoi? Bah, quelque part, on garantit un petit peu une certaine cohésion sociale. Ouais. On essaye de guider les personnes dites inadaptées à être plus adaptées. Et de l'autre côté, on essaye de sensibiliser les gens de l'autre côté à être un peu moins stigmatisants, quoi. Par exemple, moi, le mot cassos, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve ça trop dur, les cassos. Moi, j'ai pas peur, j'ai 50 piges bientôt. C'est pas que j'ai peur. C'est que j'ai des doutes sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va faire de nous. Même, moi, je me dis, si je suis vieille, quoi, déjà, si j'y arrive, hein, qu'est-ce qu'on va faire de moi? On va m'éliminer parce que je suis vieille. Quand on voit une société qui s'occupe pas correctement de ces personnes âgées, j'ai été aide-soignante, j'ai été infirmière, eh ben, elle est condamnable parce qu'en fait, si on traite comme ça des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qu'on les enferme dans une sorte de maison de retraite parce qu'ils payent, qu'on en met 15 devant une télé, c'est ça que le respect. Je veux dire non, pour moi il faut avoir du respect pour tout le monde, pour les jeunes, pour les anciens, pour tous, pour tout le monde a de l'importance sur cette planète. Et même les personnes qui sont migrantes, il va y avoir des flux de personnes qui vont devoir bouger à cause du réchauffement climatique. Et si on ne sait pas partager, et alors là, on est foutu en fait. C'est ça en fait qu'il faut se dire. Si on ne va pas rester dans notre petit précaré à dire je ne veux pas donner un bout de couverture aux voisins. Sinon, ça ne va pas le faire en fait. Moi, c'est ça que je me dis. Il va falloir se dire j'ai assez et je partage. Voilà, parce que les autres, ils ont besoin et parce que si quelqu'un est sur le bord de la route, c'est pas parce qu'il a le choix. Hein. Mon grand-père, il a fait les camps de concentration. Il est rentré, il faisait 40 kilos, il léchait son assiette tellement il avait faim et tellement il voulait plus gaspiller. Je comprends, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, mais je me dis non, vers où on va? Tous les pays d'Europe, ils commencent à être complètement versés tendus vers l'extrême droite, tout ça. Bon, ça m'effraie. Ça m'effraie. Moi, je me demande comment se sentent les musulmans de France. J'ai envie de leur demander, mais comment tu te sens, mec? Qu'est-ce que tu ressens en entendant toute cette merde qu'on raconte sur toi? Ça m'intéresse. Enfin, petite parenthèse, ça fait parfois un peu mal aussi d'entendre plein de gens dire du mal de ta confession, de tes origines, avec la montée des extrêmes, etc. Parfois, ça peut être un peu pesant. Ouais, tu le sens? Ouais, on le sent. On le sent de ouf. Comment tu le sens, genre? Bah, pareil, ça va être une angoisse et en fait une incompréhension. Enfin, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine Enfin, pourquoi autant d'incompréhension dans la race humaine alors que dans l'absolu, c'est des idées. On a tous eu une idée, on a tous... Enfin, je veux dire... j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut avoir une haine envers une autre origine, et même si je comprends, et encore une fois, ça va être par rapport à la peur. Lorsqu'on regarde le discours de l'extrême droite, je sais pas si on peut faire de politique, ouais, bien sûr. Mais lorsqu'on regarde le discours de l'extrême droite, des sortes de groupements fascistes, les identitaires, la reconquête, etc., en fait, ils ont juste peur de ce qu'ils appellent le grand remplacement, mais ce qui n'arrivera jamais. Enfin, il suffit de regarder à droite, à gauche, et on voit bien que c'est une minorité et que même si cette minorité augmente, on ne doit pas avoir peur les uns des autres. Et c'est pas par la haine et par la peur que l'on arrivera à une République française qui tiendra debout et qui sera forte. Aller dans la division, c'est mal. Et tu me disais genre que tu comprends pas.
genre même en écoutant les discours, etc., genre, parce que là en fait, tu comprends quelque part, tu vois, quand tu parles du grand remplacement, etc., en fait, genre, tu te mets un peu à leur place. Est-ce que tu comprends vraiment pas? Ou est-ce que juste tu trouves ça pas justifié, tu vois? En fait, je pense que ouais, tu viens de mettre une lumière en vrai, parce que je comprends, enfin, véritablement, je comprends. Et je pense que je comprends ça encore mieux que je suis issu de 2 cultures et que du coup, le racisme, en fait, je l'ai un peu connu de tout temps et de tout lieu et de n'importe où, en fait. C'est mon père qui a... mon père, qui a une petite phrase comme ça qui dit qu'en fait, le racisme est la chose la plus partagée au monde. Où que t'ailles dans le monde, en Birmanie, chrétiens, musulmans, ça se tue. Là, on sait qu'Israël, pareil, les tensions en France, on peut aller n'importe où, même à Madagascar, je suis sûr qu'il y a des tensions comme ça. En fait, c'est pas que je comprends, parce que je me dis, il y a quand même beaucoup plus. On est capable de plus. La race, j'arrive pas à admettre, c'est ça. Je comprends, mais j'arrive pas à admettre que des humains, doués de raison, puissent, surtout jeunes en fait, surtout en étant jeunes, c'est aussi Émile Zola qui faisait ce constat avec l'affaire Dreyfus. Comment est-ce qu'en étant jeune, on peut être autant réactionnaire, on peut être autant fermé au progrès, autant fermé à la mixité, alors qu'on vit dans notre temps, on voit ce qui se passe, encore que des vieux aient peur du grand remplacement, aient peur des Arabes qui arrivent dans nos campagnes. Je peux comprendre, en plus ils n'ont pas accès à toute l'information que nous, en tant que jeunes, on peut avoir. Et on voit bien que la mixité, c'est super, c'est des super bonnes choses. Donc je pense que je comprends leur argument. C'est la peur, c'est tout ça, mais j'arrive pas à l'admettre. Pour moi, je peux pas. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont pas encore à ton stade, tu vois, mais qui veulent? Ouais. Déjà, ça sert à rien de le dire aux autres que vous allez arrêter. Dites-le vous dans votre tête, stop maintenant. Et faites pas d'un seul coup. Ça ne sert à rien de se dire, d'un seul coup j'arrête tout, je me mets au sport tout de suite. Non, parce que là tu vas abandonner parce que ce sera trop dur. Il y a des étapes, il ne faut pas griller les étapes. Si je devais donner des conseils, ça serait arrête de te mentir à toi-même. Si tu as eu une galère quand tu étais petit, dis la vérité. Et les gens vont t'expliquer les choses, ce qui s'est passé. Si t'es arrivé n'importe quoi quand tu étais jeune, déjà dis la vérité et tu vas voir déjà il y a un poids qui va s'enlever. Pour la drogue, maintenant, ta CE, ton shit, ton crack, tu demandes à t'aider. Par contre, tu mens pas. Faut vraiment, c'est une aide qui doit être réelle, excusez-moi. Et quelque chose qui doit vraiment être, qui doit être construit. Et surtout, ne pas se mentir à soi-même. Quand tu arrêtes la drogue, tu poses ta CE, moi c'est comme ça que j'ai fait, tu poses la cigarette électronique et tu l'exploses. Ça c'est quelque chose de vrai, c'est comme un symbole en fait. Quand tu casses l'objet pour prendre la drogue, c'est un peu comme si tu disais mais c'est mort, je n'en toucherai plus. Mais après, il n'y a pas de vrai conseil. La vérité de la chose, c'est que pour arrêter, et c'est dommage que ça soit ça, il faut un truc qui choque. Parce que souvent les gens commencent la drogue à cause d'un truc qui les a choqués, souvent. Et pour arrêter, il faut un truc qui choque la personne. C'est dommage et c'est plutôt aux parents qu'il faudrait dire en fait les choses. C'est si vous voulez que votre enfant arrête la drogue, il faut le mettre dans un centre ou dans un truc adapté en fait, parce que c'est pas de leur faute vraiment. Des fois, il y en a qui se rendent même pas compte qu'ils sont addicts. Toi, il y a un moment précis dont tu te souviens où tu t'es dit que je suis allé trop loin? Je me suis retrouvé à terre. J'avais pris 8 coups de taser. J'avais 1800 €. J'avais plus de portable. J'étais par terre, j'étais obèse. J'étais plein de bave partout. Là, je me suis dit, mais non, c'est pas moi, je peux pas être comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas, c'était pas possible. Du coup, je me suis relevé. Puis après, je me suis relevé. Est-ce que tu as un message, toi? Est-ce que tu aurais un truc à dire, tu vois, un truc que tu recommandes ou tu vois, je sais pas, tu as l'air d'être quelqu'un de très cultivé, tu vois? Vous qui êtes jeune encore, essayez d'ouvrir vraiment votre esprit et regardez derrière, regardez, et ça sûrement, surtout par rapport à l'extrême droite, regardez ce qui a été fait auparavant avec l'extrême droite, regardez les racines en fait de tout mouvement et surtout en fait réfléchissez à l'impact que toutes vos décisions aura sur l'ensemble de la population. Faites un peu preuve de déontologisme
Et puis lisez la lettre dont je parlais d'Émile Zola, où vraiment il parle à la jeunesse. Mais jeunes, vous avez toute la vie devant vous. Faites en sorte de ne pas créer un enfer pour tout le monde. Je ne sais pas si la citation est bien choisie, mais c'est un des chefs des gangs d'Haïti qui disait ça par rapport à ce qui se passe avec le Premier ministre, qui disait qu'il préférait avoir un paradis pour tout le monde ou un enfer pour tout le monde. Et vraiment, en fait, allons plutôt vers le paradis pour tout le monde et essayons de faire en sorte vraiment que tout le monde se sente bien et de créer une République française qui soit belle, qui soit forte et qui soit unie. Merci beaucoup, mec. Merci à toi, c'était trop cool. Trop bien. Merci beaucoup. Ils étaient déjà avec moi dans le précédent épisode de Je ne suis pas psy, asseyez-vous, et ils le sont à nouveau dans cet épisode à Reims. Alors, un grand merci à Odoo de me soutenir dans ce format que j'adore. Odoo? Mais si, vous savez pas? Bon ok, je vous explique tout de suite. Odoo, c'est une plateforme réunissant un large choix d'applications vous permettant de gérer votre entreprise sur un seul et même espace. Suivi des ventes, facturation, e-commerce, service client, etc. Il y a 45 applications, dont une application de création de site web super simple à utiliser. Et d'ailleurs, la première app que vous utilisez sur Odoo est gratuite à vie. De mon côté, j'avais choisi de réaliser un site web lors de la dernière vidéo de ce format. J'en ai donc profité pour le mettre à jour. Cette fois, comme la vidéo était très longue, peut-être trop longue à mon goût, mais que je voulais quand même vous montrer ces scènes coupées, j'avais envie d'en faire une vidéo exclusive et de la mettre sur le site. Voilà, donc n'hésitez pas à le checker après la vidéo. J'ai pu modifier les couleurs, supprimer ce que je voulais plus, ajouter des espaces vidéo grâce à un système de drag and drop hyper intuitif. Comme la première application est gratuite à vie, j'ai pu créer mon site sans frais. Mais en plus de ça, l'hébergement et le service support sont aussi gratuits et illimités à vie. Et vous avez aussi un nom de domaine personnalisé qui est offert pendant 1 an. N'hésitez pas à aller voir toutes les applications disponibles sur Odoo, car je suis certain que vous allez trouver l'application qu'il vous faut en fonction de vos besoins et ceux de votre entreprise. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, et pour aller voir les vidéos exclusives, ça se passe en description. Love, peace, ciao.